Aujourd'hui, les négociations ont débuté, les négociations proprement parlées. Ce matin, c'était sur la question des surcapacités de pêche et sur ce qu'on appelle la surpêche. Euh, donc, beaucoup de pays ont mis en exergue la nature de leur activité halieutique. Donc, des pays comme les nôtres ont un intérêt à sauvegarder la pêche artisanale et faire en sorte que les grands pays qui ont souvent des instruments de pêche modernes, mais des instruments de pêche aussi qui sont subventionnés, ne puissent pas porter atteinte à notre équilibre alimentaire. Vous savez, un pays comme le Sénégal, c'est 29 kg de poissons consommés par habitant et par année. Donc, vous voyez un peu souvent les questions, les tensions sur le marché. Il y a aussi la question des zones de pêche. Nous avons les 12 000 marins qui sont la distance sur laquelle notre pêche artisanale est plus dynamique. Mais au-delà de ces 12 000 marins, jusqu'aux 200 000 marins qui représentent notre zone économique exclusive, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit aussi les laisser à la merci des, des entreprises de pêche qui ont des capacités importantes et qui peuvent porter atteinte à notre souveraineté alimentaire? Donc sur tous ces sujets, les pays les moins avancés, les pays en développement, mais aussi les pays africains ont développé un certain nombre d'arguments pour demander à ce que la pêche artisanale soit sauvegardée et qu'on le sorte du champ de ces négociations. Parce que c'est un enjeu non seulement économique, ce n'est pas le nord contre le sud, mais c'est aussi une question environnementale. Puisque cette question relative à la surpêche et aux surcapacités n'impacte pas seulement l'équilibre alimentaire des pays en développement qui le sollicitent, mais c'est aussi une question de durabilité des pêches. Parce que plus on va avoir une pêche mondiale en surcapacité, de plus en plus on va réduire les possibilités de tous les acteurs mondiaux d'avoir encore des ressources halieutiques. Donc c'est l'intérêt de tout le monde au-delà des pays en développement comme les nôtres. Sur l'agriculture, les discussions ont porté sur les prohibitions, les restrictions à l'exportation, mais surtout la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire. Nous faisons partie des pays en développement qui sont importateurs nets de produits alimentaires. Et lorsqu'il y a des crises comme la crise sanitaire Covid, le conflit en Ukraine, nous avons été fortement impactés parce que la question de l'accès aux céréales, mais aussi il y a la question des restrictions imposées par des pays, des restrictions sans notification à l'OMC, donc des restrictions qui ne sont pas préparées, pour lesquelles les pays importateurs n'ont pas d'informations au préalable et qui le subissent de plein fouet. Chez nous, par exemple, on note le riz brisé ordinaire a augmenté presque de 1/3 le prix. Donc ce sont des faits qui prouvent que de plus en plus au niveau de l'OMC, on doit revoir ces règles pour gommer les asymétries entre acteurs. Parce que si les règles ne sont pas établies et si elles ne sont pas protectrices des pays les plus vulnérables, nous serons dans une situation où, par quelques restrictions ou peut-être par quelques règles qui sont édictées de façon unilatérale par certains pays, l'inflation va sévir dans des pays qui n'ont rien à voir avec ces réalités économiques. On va subir donc les conflits des autres, on va subir les politiques intérieures de certains pays, alors que sur le marché mondial, il y a de quoi nourrir le monde entier, mais du fait de certaines règles, on ne pourrait pas assurer la sécurité alimentaire de tout le monde. Donc s'il y a assez de capacité pour nourrir tout le monde, il n'y a pas de raison que dans certaines régions ou dans certains pays, qu'on puisse créer souvent des pénuries artificielles juste pour réguler le marché.